Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Et oui, j'ai planté plein de drones. Et plutôt que ça serve à rien, on va en parler ensemble aujourd'hui pour voir quelles leçons j'ai pu en retirer. Tout de suite, générique. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que je suis en train d'apprendre dans mes formations à mes élèves qui deviennent professionnels. C'est lorsqu'il arrive soit un crash, soit un near crash, un presque crash, et ben on va en tirer les leçons, on va comprendre, analyser, apprendre pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour pouvoir capitaliser sur cette expérience. Cette expérience, elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté cher parce qu'à chaque fois que je crachais un gros drone, c'est des coûts de 1500 €. Il y a 2-3 fois où je m'en suis bien sorti, mais la plupart du temps, ça faisait mal quand même. Allez, on va commencer tout de suite avec la première anecdote qui s'est passée lorsque j'étais en vacances aux Canaries et je filmais un bateau. Donc on avait pris ce bateau pour aller voir des dauphins, c'était vachement chouette. Et pour avoir des beaux souvenirs, je voulais filmer le bateau vu de loin avec mon Phantom 4 Pro. Alors déjà, j'ai tout mal fait, je l'ai mal configuré. Si vous voulez qu'on revienne un jour sur comment configurer un drone lorsqu'on vole au-dessus de l'eau, on pourra le faire si ça vous intéresse. Mais en plus de ça, j'ai eu plein de bugs et plein de problèmes pendant que j'étais en train de tourner avec le drone et j'ai failli crasher le drone à ce moment-là. Vous inquiétez pas, ce que j'ai vraiment planté, on va en parler juste après. Mathis vient de faire « Yes !» Il m'a dit que t'aimes planter les drones. Je te rappelle que tu vas piloter pour la boîte quand même. Ça me rassure vachement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la meilleure personne qui puisse le résumer, c'est le mois du passé. Bon, on a de la chance de l'avoir revu en vie celui-là parce que j'ai bien cru que j'allais le perdre. En fait, il était en mode automatique, en mode point of interest et du coup, l'application mobile a craché, ce qui le rendait impossible à contrôler et impossible à atterrir. Du coup, il a fallu relancer plusieurs fois l'application pendant que le bateau bougeait. Je vous raconte pas, c'était une galère monstre, mais au final, on a quand même réussi à l'avoir, donc tout va bien. Il est là mon bébé. Déjà, premier problème, j'avais un téléphone qui commençait à être vieillissant et du coup l'application DJI Go 4 a planté. C'était un OnePlus 7 mon téléphone que j'avais depuis un an et demi et le nombre de cycles de charge-recharge faisait que il était moins stable, il était moins performant et en étant moins performant du coup il faisait crasher l'application. Et vu que j'étais en mode automatique, en mode POI, donc pour rappel le mode POI ça analyse l'image et ça fait tourner autour d'un objet, ça fait que ça a vraiment craché au pire moment. Pourquoi? Parce que le POI, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que quand on est dans un mode POI, il y a une hauteur minimum à avoir par rapport au point de décollage pour éviter que le drone ne touche des obstacles au sol. Du coup, lorsque je descendais le drone avec l'attitude et que j'essayais de choper sur le bateau comme ça, il était jamais assez bas pour que je puisse le choper. Il fallait impérativement que je sorte de ce mode de vol automatique. Et le deuxième problème avec le POI, c'est que étant donné qu'il tourne autour d'un objet, dans la panique, je savais plus du tout quand j'allais en avant, s'il allait en avant ou en arrière, parce qu'on savait plus du tout comment on était positionné par rapport au bateau. Le bateau tournait sur lui-même, donc du coup on n'avait plus aucun sens de l'orientation. Donc du coup à chaque fois j'essayais de deviner sur les commandes dans quelle direction allait aller le drone. Dans la panique, il y a un bateau qui est passé à côté, alors je sais pas si on le voit bien sur les images parce qu'il est pas orienté du bon côté, mais il passe juste à côté d'un mât. J'ai vu 36 000 fois le film dans ma tête. Je voyais le bateau qui allait foncer sur le drone et ça allait se terminer dans l'eau. J'étais en mode panique. Donc du coup l'application a crashé 3 fois, j'ai dû relancer à chaque fois l'application, le bateau bougeait pour arriver à enlever ce mode de vol automatique. Et enfin, au bout d'un moment, j'ai réussi à re-rentrer dans l'application, enlever le mode POI et ratterrir sur le bateau en mode manuel. Alors vous allez me dire, ok c'est une anecdote, mais qu'est-ce que tu as pu apprendre là-dessus? En fait, j'avais complètement pas pensé à une astuce qui m'aurait permis d'éviter de faire ce redémarrage d'application pour revenir en mode manuel. C'est simplement de passer sur la télécommande en mode soit sport, soit en mode ATTI et de revenir en mode positioning après. Ça aurait permis de sortir du mode de vol automatique et revenir en mode normal. Donc depuis, ce que j'apprends à chaque fois à mes élèves, c'est que si vous êtes coincé dans un mode de vol automatique, faites un petit coup de tic-tic avec l'interrupteur et du coup ça vous permettra de vous déconnecter de votre mode automatique, revenir dans le mode normal et vous reprenez les contrôles de manière complètement normale. En tout cas, ça aurait permis de sauver mon drone, mais moi ça aurait surtout permis de sauver mes vacances. Heureusement, il n'y a pas eu de crash, mais c'est vraiment pas passé loin. Deuxième anecdote, c'était lorsque je me suis formé pour devenir professionnel, parce que moi aussi je me suis formé il y a très longtemps. C'était dans une école où j'étais, je crois, la première formation. Du coup, j'avais demandé à cette école de faire un petit bout de formation en photogrammétrie. Je vais très vite me spécialiser sur le sujet, donc c'est-à-dire en mode de vol automatique, de manière pratique. Et du coup, on a fait une programmation sur un Pixhawk avec donc un drone 3DR pour pouvoir faire un vol automatique autour d'une tour. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme objet qui ressemble à une tour? Voilà, cette télécommande sera une tour. Donc du coup, imaginons qu'on voit le plan vu de dessus, on avait la tour comme ça sur Google Maps, on a programmé que le drone avance jusqu'à 5 mètres de la tour et qu'il tourne autour comme ça. Donc on a lancé le vol, le drone a décollé, premier vol, je vous rappelle, première fois que je pilote un drone. Le drone décolle, il avance vers la tour et il rentre dedans et il se crache par terre. Chute de 8 mètres de haut, génial.
super rassuré pour le premier vol. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben c'est qu'en fait, on n'avait pas vérifié que les images Google Maps correspondaient à la réalité. En fait, les images Google Maps, surtout sur les objets en hauteur, on sait pas trop si c'est le haut de l'objet qui est parfois un peu penché ou le bas de l'objet qui est à l'endroit qu'on veut contourner. Et au lieu d'être là, eh ben la tour, elle était là. Donc du coup, le drone, pour lui, il allait sur cet objet et il a percuté la tour en chemin. Donc du coup, quelle conclusion on peut en tirer? Eh ben, ne faites jamais trop confiance aux données Google Maps, surtout sur les bâtiments de hauteur, parce que vous risquerez d'amener vos drones vers une zone où vous croyez que vous êtes en sécurité dans les modes de vol automatique, alors qu'en fait, il y a bien un obstacle à cet endroit-là. J'ai failli crasher un drone exactement de la même façon sur la centrale à gaz que j'ai topographiée, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo. Donc cette centrale, on l'a modélisée en 3D et pour la modéliser en 3D, il faut faire un mode de vol automatique avec une grille à respecter et des photos qui sont prises à intervalles réguliers. Et comme la cheminée principale était très haute, pareil, il y avait un décalage comme ça en biais sur Google Maps, donc j'ai pris quand même pas mal de marge avec cette tour, mais étant donné qu'elle était très haute, il y avait de grosses déformations. Pardon, franchement, j'ai serré les fesses. Lorsque le drone s'est approché très proche de la tour, c'était genre à, je sais pas, 80 mètres, 100 mètres de distance par rapport à moi, je l'ai vu passer, mais un cheveu. Ils fonçaient dessus à toute vitesse, j'ai mis pause, j'ai annulé la grille, je l'ai fait revenir, j'étais très content d'avoir eu ce bon réflexe et d'être resté attentif lors du vol automatique. Et du coup, j'ai refait ce vol, tant pis, j'ai grillé une batterie de plus, j'ai pris le temps, j'ai expliqué au client que même si on était un peu pressé, valait mieux prendre le temps de faire les choses correctement. Et du coup, j'ai pris un peu plus de marge et c'est bon, on a pu reprendre. Donc, quelle conclusion en tirer? Toujours prendre un peu plus de marge que prévu et surtout de toujours être vigilant, avoir le bouton sur pause si on est en mode de vol automatique pour être sûr de pouvoir réagir correctement quand il y en a besoin. Donc, vous voyez, si j'avais pas eu ce premier crash lorsque j'étais en formation, j'aurais peut-être pris moins de marge. Donc, c'est l'expérience, hein. On apprend. Moi, je dis toujours, un pilote sans crash est un pilote sans expérience. Et voilà, si on peut éviter de crasher les drones et de profiter de l'expérience des autres, ce sera encore mieux. Mais bon, ça fait partie du job. Dans mes tout débuts, avec mon Phantom 3, j'avais fait une prestation pour quelqu'un qui voulait filmer des nacelles de chantier qui permettent de monter et descendre des charges. Donc voici à quoi ça ressemblait, voici quelques extraits. Donc c'est des plans très simples, hein, vraiment c'était à mes tout débuts, je découvrais aussi le POI. C'était vraiment les tout débuts du drone à cette époque-là et on le voit, le grain de l'image, le Phantom 3, c'était pas ça. Et j'étais tellement concentré, tellement sous pression avec mon client, vu que c'était important pour moi, vu que c'était parmi mes premières prestations, que du coup j'ai pas fait attention, mais il y a une fois où j'ai commencé à reculer sans regarder en arrière, du coup j'avais la caméra en avant qui filmait la nacelle, et il y avait un arbre, et heureusement, merci beaucoup. Il y a mon client qui m'a dit au dernier instant « Attention, attention !» Et du coup, j'ai tout lâché, j'ai arrêté. Et effectivement, j'ai vu que mon drone était passé à ça de l'arbre derrière. À l'époque, il n'y avait pas de capteur d'obstacle à l'arrière. Et si mon client n'avait pas été attentif, j'aurais perdu un drone ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Toujours faire attention à la position de son drone et pas trop avoir la tête dans les images lorsqu'on est en train de tourner. Faire attention également à la pression qu'on peut recevoir dans une situation, hein, que ce soit la situation elle-même, la pression que vous mettez vous-même ou même la pression de votre client pour toujours gérer la sécurité. Là ça va, on était dans un champ, il n'y avait personne donc ça y allait encore, mais ça peut arriver dans des situations plus compliquées que ça. Et donc du coup maintenant je fais faire à mes élèves des exercices pour leur montrer que même sur des plans qui sont compliqués, même lorsqu'on est très engagé sur la vidéo, qu'on est très concentré sur la vidéo, il faut toujours avoir un circuit visuel dans lequel on puisse zioter entre la télécommande et le drone pour pouvoir avoir la perception sur le drone qui évolue dans son environnement. Et 2-3 petites astuces comme ça qui permettent en vol d'assurer tout le temps une sécurité à 100% et d'être sûr à 100% de sa trajectoire. Ceci, je l'ai expérimenté avec un vrai crash cette fois-ci. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo, c'est une vieille vidéo, hein. J'ai crashé un drone dans un sapin parce que justement, j'avais plus ce visuel sur le drone et surtout, j'avais improvisé une trajectoire de vol qui n'était pas prévue à la base. Toute la première partie de la trajectoire de vol était prévue et sur la fin, j'ai improvisé. Il faut jamais faire ça en fait parce que si on n'a pas checké avant les conditions de sécurité avant de continuer le vol, et du coup, il y a plus de risques. Je vous laisse aller voir la vidéo en question. J'ai eu beaucoup de chance et je vous laisse voir pourquoi. Je vous laisse cliquer. Là aussi, vous verrez sur cette vidéo, du coup, on en a tiré des conclusions et j'ai fait attention à garder avec moi ces nouvelles procédures de vol pour être sûr que ça se reproduise pas. Dans le genre, un autre vrai crash, c'était pareil à mes tout débuts, j'avais fait un concours d'entreprise et du coup, j'avais remporté 500 €. Alors quand on débute 500 €, c'est super, on est vraiment super content. Et du coup, il y avait une soirée pour la remise des prix. Je suis allé à cet hôtel à Saint-Étienne. Il y avait tout le gratin, il y avait 200 personnes, il y avait le maire qui devait passer. Et moi, j'avais un stand avec ma boîte et je présentais mes drones et tout le monde était super content de voir des drones parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas vu. Donc vraiment galvanisé, plein de confiance en moi. En plus, ça faisait 6 mois que j'étais sur le Phantom 3, je le connaissais par cœur. Il y avait un ami photographe qui est à côté de moi, il me dit « Waouh, t'as pris la confiance avec ton drone, hein. Maintenant tu voles, tu fais plus trop attention. » Je lui dis « Non, non, mais t'inquiète, le matériel, je le connais par cœur. » Ah mon dieu, qu'est-ce que je pouvais être naïf.
En fait, pour vous replacer dans le contexte, je m'entraîne avec des mini-drones des Upsan X107C. Je vous mets le test en fiche, c'est un drone que j'ai déjà testé. Et avec, il y a une figure que j'aime bien faire. En fait, c'est une figure où du coup, il va faire une rotation comme ça autour. Il va faire une élévation en spirale, c'est magnifique. Et pour ça, il faut pousser les joysticks dans les recoins. Donc, lorsqu'on va en haut, j'ai les deux joysticks qui sont à fond vers l'intérieur, à fond en haut. Et lorsqu'on va en bas, et ben, on venait à fond vers l'intérieur et à fond en bas. Ceux qui ont du DJI, ils voient le truc venir. Et du coup, vu que je maîtrisais la figure avec le mini-drone, j'avais jamais essayé avec le fantôme. Mais là, je sais pas, je me suis senti pousser des ailes. J'avais un petit coup d'adrénaline parce qu'il y a monsieur le maire qui est venu me serrer la main et qui m'a dit « Ah, félicitations, félicitations, vous nous faites une petite démonstration. » Et du coup, j'ai démarré le drone et je me suis mis au-dessus de la piscine et j'ai commencé à faire une spirale en montée. Magnifique. J'ai fait la spirale en descente. Et là, d'un coup, les moteurs qui coupent, le drone qui tombe comme une pierre. Il a fait ce que j'appelle le combo pif paf plouf. Il est tombé sur une véranda, il est tombé par terre et un bout du drone qui est parti dans la piscine. Fin de l'histoire. J'étais venu récupérer un prix à 500 €. J'avais perdu 1500 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Et du coup, j'ai renvoyé le drone chez mon constructeur. Le constructeur a pas compris du tout. Il a été renvoyé chez DJI et DJI a refusé de le prendre en garantie parce que j'avais fait une manœuvre d'urgence. Et oui, si vous mettez les deux pouces vers l'intérieur comme ça vers le bas, ça fait une procédure d'urgence qui coupe les moteurs en plein vol et du coup, ça fait tomber le drone. Alors peut-être que ça vous paraît évident maintenant parce que maintenant, elle est bien documentée et dans l'application, on voit bien cette manœuvre-là avec les images qui montrent que si on fait ça, ça coupe. Mais à l'époque, dans l'application DJI, ça n'existait pas. Et ça n'existait pas dans le manuel du drone non plus. Enfin, pour ce qu'il y avait du manuel, c'était 3 feuillets. Et du coup, le SAV de DJI m'a justifié ça en disant il fallait voir sur un wiki de DJI sur site internet et il y avait cette manœuvre qui était décrite. Même mon fournisseur n'était pas au courant que ça existait à l'époque. Et du coup, on a appris tous les deux. Voilà, c'était un apprentissage à 1500 €. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là que ça n'a impacté personne, que personne n'a été blessé. Et je pense que ça m'a permis de me mettre une bonne leçon de jamais trop prendre confiance dans le matériel. Même si on croit le connaître jusqu'au bout des ongles, il y a toujours un imprévu qui peut arriver. Je pense que ce jour-là, j'ai pris un peu trop de liberté avec le fait qu'il y a des personnes qui soient pas trop loin. Et si j'avais à refaire ça, plus jamais je volerais aussi près, plus jamais je prendrais autant de risques pour faire juste une petite démonstration d'appareil. Et d'ailleurs, mon ami photographe s'est bien foutu de moi en disant hey, il me semblait bien que tu avais pris la confiance. Hein. Ouais. Et ça va servir de leçon. Ne jamais trop se reposer sur la confiance qu'on a dans sa machine, dans la propre confiance qu'on a dans son propre pilotage. Et aussi également analyser les données de vol pour voir ce qui s'est passé lorsqu'il y a un crash pour comprendre et apprendre une nouvelle fois. Autre anecdote, alors c'est pas un crash mais c'est plutôt un retour d'expérience par rapport au NFZ de DJI que j'ai eu. J'étais en train de tourner pour une usine de transport, donc il y avait des camions, des entrepôts, tout ça. Et j'avais tout vérifié avant, que les no-flight zones c'était ok, que l'aéroport c'était ok, j'avais un protocole d'accord avec eux, pas de souci. Et le no-flight zone, on n'était pas dans la no-flight zone donc il n'y avait pas de souci. Et lorsque je suis arrivé chez mon client, impossible de décoller. Et je commence à regarder sur ma tablette et en fait la no-flight zone que j'avais sur mon PC était pas la même que j'avais sur ma tablette. Et sur la tablette, j'étais pile poil à la limite de la no-flight zone. À l'époque, je crois que j'en avais fait que quelques-unes ou j'en avais jamais fait, je sais plus. Et du coup, pour débloquer une no-flight zone, comme on l'a expliqué dans cette vidéo, il faut le numéro de série du drone et le mettre sur le site de DJI ou dans l'application DJI Go directement. Sauf que du coup, je savais pas trop quel numéro de série prendre et je crois que j'ai pris le numéro de série de la nacelle au lieu du numéro de série du contrôleur de vol. Et du coup, ça voulait pas débloquer et j'ai perdu 30-35 minutes à être là avec mon client, à attendre comme un con, à pas comprendre pourquoi ça marchait pas. Et donc ouais, niveau image professionnelle, c'était pas ça quoi. Finalement, j'ai mis le bon numéro de série dans une dernière tentative désespérée, j'ai pu faire la prestation et tout s'est bien passé. Mais bon, voilà, c'est pas hyper pro. C'est pour ça que maintenant je conseille toujours de faire les déblocages de no-flight zone au bureau avant de partir, même si on n'est pas dans la no-flight zone, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Maintenant je prends toujours des marges pour quoi que ce soit. Deuxième petite anecdote dans le genre, alors peut-être que vous l'avez vu sur cette vidéo lorsque je teste le Mavic 2 Zoom. Ce pourquoi j'ai fait le test du Mavic 2 Zoom en conditions réelles pour une prestation pour France 2, c'est parce que mon Phantom 4 Pro ne marchait plus. Parce qu'il y avait un problème de mise à jour et du coup, les no-flight zones ne voulaient pas se débloquer. Je suis en pleine prestation, je dois tourner des images pour la télévision. Je suis à proximité d'un aérodrome. Sur mon drone principal, il y a un bug et je ne sais pas pourquoi, il veut pas me débloquer la zone, donc du coup, je peux pas décoller avec mon drone. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo pour avoir plus de détails, mais en gros, j'étais très content d'avoir ce jour-là un deuxième drone avec moi et je double tout le temps mon matériel. Alors déjà, je le faisais avant, mais maintenant je le fais encore plus. Je fais plus attention à ce que j'ai toujours mon matériel doublé parce qu'il suffit pour une prestation de drone qui est un des composants qui lâche et ça fout en l'air toute une prestation. Et en tant que professionnel, ça doit faire partie du pack que vous proposez au client, ça doit
doit être mis en valeur dans votre prix, dans vos démarches, dans vos processus. Le fait que vous ayez toujours 2 drones sur vous, 2 tablettes, 2 télécommandes, 2 câbles, ça peut être juste un câble, une carte SD de secours, enfin voilà, tout ça pour toujours avoir une solution de secours si jamais il y a un problème. Faut pas oublier que ces drones, ce sont des ordinateurs volants et comme tous les ordis, il y a des mises à jour, il y a des bugs, ça plante et du coup il faut une solution de secours. Voilà, c'était plutôt pas mal d'avoir une solution de secours, surtout la première fois où on bosse avec France Télévisions. Et du coup maintenant, voilà, je double tout le temps tout mon matériel. Ça vous intéresse que je vous présente ce que j'ai en matériel sur moi? Dites-le moi, peut-être que ça sera une prochaine vidéo. Allez, on passe sur une autre anecdote. J'étais en formation avec un élève et cet élève voulait s'équiper. Et je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, j'ai le fantôme avec lequel je vais te faire voler pendant la formation. Je peux te le vendre d'occasion parce que je vais passer sur un autre matériel. C'était un Phantom 3. Et du coup, le fait de voler avec pendant la formation, bah, ça te permettra de faire la main dessus et tu connaîtras bien le matos. Et comme ça, tu seras sûr que le matos va bien. Et comme à chaque fois en formation, je dis toujours à mes élèves, faites super attention. Vous devez entendre 2 clics pour vérifier que votre batterie est bien enclenchée dans le drone. Et donc là, cet élève, au bout du, je sais pas, de la 2e journée de vol, il est en train de voler avec et d'un coup il a un message d'erreur sur l'application qui dit alerte batterie mal enclenchée, alerte batterie mal enclenchée ou quelque chose comme alimentation, problème d'alimentation, je sais plus. Donc je le reprends tout de suite la main, je le fais atterrir tout de suite à la verticale là où il était, je me suis pas posé de questions et quand je suis allé checker le drone, effectivement il n'y avait qu'une broche sur les 2 qui était enquiquetée sur la batterie du Fantôme. Il a dû faire un virage, le mouvement de rotation a dû faire sortir un petit peu la batterie et on a eu beaucoup de chance que la batterie sorte pas plus. Je trouve ça déjà super que le logiciel de la batterie arrive à détecter quand elle est pas complètement enclenchée parce que pour moi c'était juste on-off quoi, ça marchait pas, bah là il arrive à détecter quand c'était entre les 2 quoi. Donc du coup, faites toujours attention à ce que la batterie soit bien enclenchée dans le drone avant de décoller. Ça fait partie de mes petits tocs avant de décoller, je vérifie la batterie pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Autre anecdote, alors cette fois c'est un ami, vous avez peut-être vu la vidéo également, je sais même plus si on a assez de fiches pour vous montrer les vidéos en fiches. C'est l'aile volante, le Parrot Disco, et c'est Dudu, mon pote Dudu, qui l'a mis dans un arbre parce qu'il a mal évalué les distances, il croyait passer derrière un arbre et du coup il l'a planté en plein dans l'arbre. Donc pareil, là j'ai pris le temps de lui expliquer quelle vérification il aurait dû faire, etc. pour qu'il soit sûr à 100%. Je vous laisse aller voir la vidéo, si vous voulez avoir plus de détails, on va pas refaire la vidéo 2 fois. Pareillement, je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai fait sur les oiseaux. On a fait vraiment tout un épisode là-dessus. Il y a 2-3 fois où c'est passé très proche et il y a pas mal d'abonnés qui m'ont répondu dans cette vidéo. Allez voir dans les commentaires, c'est super intéressant. Qu'eux, ils ont eu moins de chance que moi. Il y a des oiseaux qui ont attaqué vraiment concrètement leur drone et à cause de ça, le drone s'est crashé. Et Mathis me charge de vous rappeler que la miniature est juste magnifique. On m'a forcé. Non, je fais pas de putaclic moi. Ah oui, puis il faut que je vous parle aussi de mon vieux drone, le Tcherson CX20. Tiens d'ailleurs, mais je vous ai pas montré. Bougez pas, je vais vous les chercher. Ils sont là, mes vieux drones qui traînent dans mes placards. Ah, et ben celui-là c'est celui qui est tombé dans la piscine. Enfin, en tout cas la batterie est tombée dans la piscine et le reste s'est craché sur la terrasse. Irrécupérable. Et donc ça c'est mon vieux drone, CX20. C'est celui avec qui j'ai commencé. Ah, ce bon vieux drone. Si vous saviez le nombre de fois où je l'ai réparé. J'ai déjà perdu le contrôle à côté d'un immeuble avec lui parce que je crois qu'il y avait des signaux Wi-Fi qui brouillaient le 2,4 GHz. Ça il m'a fait des frayeurs. Il n'y avait même pas de nacelle stabilisée en dessous. C'est vraiment fixé la GoPro au-dessus en mode bourrin quoi. Et donc lui, il y a une fois où je l'avais craché, hein, disons ce qui est, et donc j'avais mis super longtemps à le réparer parce que j'avais fait venir des pièces de Chine, tout ça. J'avais passé une après-midi pour le réparer correctement et j'étais tout content, j'étais vraiment super content. Et du coup, tout content de moi, je vais l'après-midi pour aller le faire voler juste devant chez moi. Et j'avais fait une petite vidéo à l'époque que j'avais mis sur Facebook, bah, je vous laisse la voir et on en reparle après. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que vous voyez il y avait un petit interrupteur sur cette télécommande. Elle permettait de passer en mode de vol stationnaire, c'est-à-dire que ça permettait de gérer l'altitude tout seul, au mode manuel. Donc là si on baisse les gaz à 0, et ben du coup ça coupe les moteurs. Donc j'avais les gaz au milieu, je l'ai passé en stationnaire, donc après il gérait son altitude tout seul. Donc je vais baisser les gaz parce que j'avais plus à m'en occuper. Et je suis repassé en mode manuel et j'ai remis les gaz. Et ben le temps que je repasse en mode manuel, il était pas tout à fait équilibré, du coup il s'est tourné comme ça. J'ai remis les gaz à fond. Donc du coup, il a percuté le sol tellement fort que comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il y a la nacelle qui s'est complètement désolidarisée du drone et on voit même avec la GoPro qui était sur le drone tombé à côté. Donc autant vous dire que lui, il sert plus à grand chose.
Enfin voilà, pour dernière anecdote, il y avait une fois, j'ai filmé un mariage pour un copain. Comme tous les mariages, le temps que les mariés sortent de l'église, il y a un temps d'attente et du coup j'ai posé ma télécommande avec ma tablette juste à côté. Sauf que je l'ai posé en plein soleil et ça a mis genre 10 minutes avant qu'il sorte. Et en plein mois d'août, plein soleil, la tablette, elle avait de gros soucis de surchauffe. Et du coup, je me suis retrouvé à tourner avec une tablette qui littéralement m'envoyait une image toutes les 2 secondes. Donc il fallait que je devine ce que le drone était en train de shooter pour pouvoir gérer les gaz, la nacelle et tout ça. Et c'est uniquement en sachant à peu près la puissance des gaz, parce que j'avais l'habitude de piloter avec ce drone là, que du coup je pouvais faire des séquences à peu près fluides. Et puis j'allais pas leur demander de se remarier pour pouvoir refaire les plans. Et du coup, on va terminer sur quand même cette belle anecdote parce que le dernier plan que j'ai fait, j'en suis très content vu que j'ai été tout doux sur les commandes, ça fait très fluide. On va le mettre en même temps juste ici. Et ce plan-là a été tourné complètement à l'aveugle. Et quand j'ai vu les rushs, je me suis dit waouh, mais trop bien en fait, ça rend trop bien. Si ça se trouve, j'aurais eu l'écran, je l'aurais pas fait aussi bien. Donc voilà, encore une fois, apprendre à appliquer. Ne laissez pas votre tablette au soleil lorsque vous êtes dans l'attente d'un client. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces anecdotes vous ont plu, que vous aussi vous aurez pu apprendre et vous aussi vous allez éviter des crashs grâce à ces anecdotes. Et je vous dis à très bientôt pour de bons vols. Salut!